Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, un drame familial ébranle la ville de Tchon, dans la région de l'Ouest Cameroun. 3 enfants sont morts calcinés dans l'incendie de leur domicile survenu aux premières heures de cette matinée à l'absence des parents. À suivre dans ce journal les causes et les circonstances de l'incendie meurtrier qui ébranle justement la ville de Tchon, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le principal frein à la démocratie au Cameroun, c'est le musellement de la presse. Le chairman du SIF dénonce de graves entraves à l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun. Face à la presse, il exige un changement de paradigme. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Car au total, après un incendie meurtrier survenu au lieu du marché B à Tchon, dans la région de l'Ouest Cameroun, 3 enfants âgés entre 8 et 12 ans sont morts calcinés dans l'incendie de leur domicile. Le drame est survenu aux premières heures de cette matinée à l'absence des parents qui, selon les témoins, s'étaient donc rendus à une veillée mortuaire. Le retour brusque de l'énergie électrique serait donc à l'origine de l'incendie. Le récit de l'éclair Sakem depuis Tchon. Un incendie de plus dans la ville de Tchon. 3 morts sur le carreau, tous calcinés, des enfants dont les âges vont de 3 à 7 ans. L'incendie s'est déclenché aux premières heures de ce 12 février 2021 au marché B de la ville de Tchon, au lieu dit boucherie. Les circonstances de ces tristes événements sont ici relatées par les proches médusés. Je dormais, j'ai compris comment les gens criaient dehors, que au secours, aidez-nous. Je me suis levée maintenant en disant que tu ne peux pas comprendre comment quelqu'un crie dehors qu'au secours, aidez-moi. Tu ne sors pas pour regarder la personne qui est en train de crier au secours. C'est là où je réveille maintenant mon petit frère qui est à côté de moi, qu'on est dans la même chambre. Et lui dit que Blaise, lève-toi, quelqu'un est en train de crier au secours dehors, allons voir. C'est là quand on ouvre maintenant la porte, on constate que le feu a déjà envahi la concession. Je contourne maintenant, j'écris pour sortir les autres. J'ai même appelé les noms des 3 enfants qui sont partis. Tous les 3 noms, pour voir s'ils sont sortis. Personne n'a réagi parce que là où les enfants dormaient, il y avait déjà une masse de feu là-bas avant que je ne sorte. Bon, le feu venait comme ça. Bon, il y avait déjà une masse de feu là où les enfants dormaient. Les gars du quartier sont sortis. On a éteint le feu parce que le feu traversait déjà pour aller chez les voisins aussi. On a essayé de couper tous les fils de courant. C'est grâce à l'eau aussi, l'eau de Tchangwata. S'il n'y avait pas l'eau aussi ici à côté, c'est tout le quartier qui s'est brûlé. On a essayé de casser la porte de devant. C'est quand on casse maintenant la porte de devant, parce qu'on savait que tout le monde avait fui. C'est quand on casse la porte de devant maintenant que quand la porte tombe par devant, on constate qu'il y a un enfant qui est collé sur la porte. Vraiment, les enfants n'étaient pas sortis. Ils étaient encore à l'intérieur, tous les 3 enfants. On m'a appelé autour de 1 heure. On me dit que la maison a pris feu. Comme moi, je ne réside pas ici, je réside au village. Moi, j'ai pris donc la route. Je suis arrivé ici, que le feu était déjà là. Entouré mes 3 petits-fils, déjà décédés premiers de l'année. Même si pour l'heure, il est difficile de définir avec exactitude les causes de l'incendie, la thèse d'un coup-circuit reste la plus probable. Le pire survient à l'insu des parents des 3 enfants. Bloqués à l'intérieur, ces âmes innocentes n'ont pu résister aux foudres des flammes. La mère des enfants a perdu son père. Bon, elle était à la veillée. Ce qui a créé le feu, c'est un coup-circuit. Parce que les gens qui ont vu, il y a un compteur de l'autre côté. Le compteur s'est éclaté. Donc c'est de là que le feu a pris. C'est quand je me lève maintenant aussi du lit que j'ai réussi aussi à arracher l'autre compteur pour que ça ne
explose pas pour lancer. C'est grâce à l'intervention des soldats du feu venus de Bafoussam et les populations riveraines que les flammes seront maîtrisées. Les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital du district de Tchon. Ce drame survient un jour après l'incident qui a provoqué l'incendie du camion comporteur de la commune de Tchon. Décidément, Tchon brûle. Autre tragédie à Yaoundé, une femme et ses 2 enfants ont trouvé la mort dans des circonstances troubles. La nommée Etoundi et ses 2 enfants seraient décédés après avoir consommé un repas. La thèse d'une intoxication alimentaire est évoquée. Cependant, d'autres parlent d'une histoire de sorcellerie au regard des signes manifestés par la mère et ses enfants avant leur décès. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse dans ce reportage de Rodrigo Ngassi et de Marcelin Gansop. Dans un coin de la maison en deuil, le reste du repas consommé mercredi soir. Le tout dernier préparé par Ernestine Baga Etoundi. Elle est partie un week-end chez la sœur de la femme dans son père pour un mariage. Elle était donc là-bas, elle est rentrée dimanche soir. Elle est rentrée avec un morceau de porc qu'elle a mis au frigo. Lundi, elle n'a pas préparé parce qu'elle disait qu'elle se sentait fatiguée. Mardi, elle a préparé, elle a mangé avec les enfants sans problème. Mercredi, elle a refait la tomate dans la viande. Elle a fait le riz à part parce que les enfants, le premier jour, ils ont mangé avec le bâton. Le deuxième jour, ils ont mangé ça. Les enfants ont dit qu'ils ont besoin du riz. Ils ont fait du riz. Et maintenant, ils ont fini de manger. Et c'est là où tout s'enchaîne le mercredi 10 février, aux environs de 21h. Je suis arrivée à la fin du repas. Comment ils ne mangent pas le porc? Je les ai trouvés à la fin du repas. Elles sont parties se coucher. Quand elles sont là-bas dans la chambre, à moins d'une heure, la plus petite a commencé à crier. Enlevez-moi la saleté là, ici, là. Enlevez-moi ça. Je dis qu'on m'enlève la saleté ici. Je dis à leur mère que l'enfant crie comme ça, et il y a quoi? Quand l'enfant est venu de la chambre, étant déjà épuisé, moi je me suis dit que est-ce que c'est étouffé? L'enfant a commencé à se tordre. La salive a commencé à couler dans sa bouche. J'ai pris l'enfant et je suis parti avec elle aux toilettes. J'ai baissé la tête comme il est de tradition. Je me disais que c'est peut-être un palu, ou bien elle veut convulser, ou bien c'est la rate. Conduite à l'hôpital, la petite Esther, tout juste âgée de 3 ans, va rendre l'âme. Au même moment, sa sœur aînée Marie-Laure, 6 ans, qui était restée à la maison familiale, va commencer à se sentir mal. Dès que sa mère a compris comment elle disait que même Marie-Laure, ça ne va pas, sa mère a crié. Elle a commencé à gémir. Elle a commencé à se tordre. Elle a commencé à rembloter même de manière qu'elle perdait même la tête. Elle a même perdu la vue à l'immédiat. On l'a portée, on est parti la mettre sur le lit d'hôpital. Ça n'a pas duré. C'est comme ça qu'ils étaient en train de décéder un à un. En l'espace de quelques heures, la jeune mère de 22 ans et ses 2 filles vont passer de vie à trépas, laissant derrière elle un mur d'interrogation et surtout des larmes de consternation. Si d'aucuns évoquent l'hypothèse d'une intoxication alimentaire causée par un empoisonnement, d'autres par contre parlent plutôt de sorcellerie sous fond d'envoûtement. Un mystère que va tenter de percer la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2, laquelle s'est saisie de cette succession de morts subites qui défraie la chronique au quartier Sam Escale, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Et nous restons toujours à Yaoundé où un homme a été sauvagement tabassé, le véhicule saccagé. Tel est le bilan d'une course-poursuite initiée ce jour à Yaoundé. Les conducteurs de moto-taxi ont pris en chasse un véhicule dont le chauffeur était soupçonné d'avoir tenté d'enlever 5 personnes à Okala dans la Léké puis dérober le véhicule. C'est au niveau du carrefour Régie que le fugitif a été stoppé avant de subir la colère de la foule en furie. Une fois de plus, Marcelin Gansop. La scène tournée par une caméra amateur est digne d'un film d'action. Sur ces images d'une rare violence, on voit des jeunes saccager un véhicule et tabasser le conducteur, un homme dont l'identité n'a pas été révélée. Selon les informations puisées sur place, le véhicule en question transportait 5 personnes en provenance d'Okola, près de Yaoundé, dans le département de la Léké. Sauf qu'une fois arrivé à Mokolo, qui était le point de chute de tous ses passagers, le chauffeur a pris une autre direction, inconnue de ceux-ci. Ce monsieur a porté 4 dames au niveau d'Okola, avec un papa. Ceux-ci allaient à Mokolo, au marché Mokolo. Et il semblerait qu'en cours de route, au niveau où c'est quoi là, le type a dévié
Les mamans ont commencé à crier que monsieur, vous nous amenez où? Jusque-là, il n'a pas cessé d'appuyer sur son accélérateur. Ils ont commencé à crier au secours, au secours, au secours. Et ça me dit qu'au niveau de Madagascar, les motomans se sont saisis du dossier et ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils sont tombés derrière la voiture en question. Une autre version parle plutôt de quelqu'un qui a reconnu son véhicule, qui avait été volé. Il y a un monsieur qui est arrivé après avec les dossiers de la voiture. Ils disent que c'était sa voiture qui a été agressée. Et aujourd'hui, il a remarqué son agresseur. Et il était agressé avec 3 millions dedans. Il a reconnu son agresseur et comme il a commencé à crier au voleur, c'est là où les motomans ont commencé à poursuivre la voiture. Toujours est-il que ce sont les cris de détresse des occupants qui vont alerter les conducteurs de moto, lesquels vont prendre le véhicule en chasse. Une course-poursuite qui va s'achever à la rue Dragage, peu avant Carrefour Régie. Les besquineurs vont alors encercler le fugitif, qui n'a d'autre choix que de s'immobiliser. Le reste se passe de tout commentaire. La population ne voulait pas entendre cette oreille que la force de l'ordre est arrivée. On l'a confié à leur taper et jusqu'à... Bon, finalement, ils ont livré, on l'a laissé. Il était passé jusqu'à... Bon, l'œil même était même sorti, même était percé jusqu'à sortir, donc l'œil balancé même. Donc c'était percé, donc il a été bien torturé. Sérieusement amoché, le conducteur n'aura la vie sauve que grâce à l'intervention de la gendarmerie, laquelle s'est saisie de l'affaire pour tenter de démêler les chevaux. Il y a quelqu'un qui témoigne aussi que le même gang, il semble que c'est un groupe, c'est même groupe armé. Les mêmes gens là, le monsieur, il a dit que tu me connais très bien, non? Ce que vous m'avez fait, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu les choses chez moi à cause de toi. Tu me connais bien, non? Tu vas payer ça aujourd'hui. Seule l'enquête en cours permettra de comprendre les tenants et les aboutissants de cette rocambolesque histoire. Et dans le chaudron de la crise anglophone, le village Eboko Badjo est noyé entre larmes et désespoir depuis l'incendie suspect qui avait ravagé près de 120 maisons et fait près de 900 sans-abri. Les populations désertées, le village situé dans la région du sud-ouest Cameroun, et certains sont revenus mais vivent dans l'angoisse, la précarité et la promiscuité. Suivons ce reportage de Jean-Paul Choniat. L'air désemparé, ces habitants du village Eboko Badjo sont de retour chez eux, 2 mois après l'incendie criminel qui a ravagé leur maison le 17 décembre de l'année dernière. Sans provision, les sinistrés du village Eboko Badjo ont besoin de quoi se loger et de quoi se nourrir. Certains d'entre nous ont regagné le village mais manquent où dormir. Ils occupent écoles et lieux de culte. Nous avons besoin de denrées alimentaires et du matériel de couchage. Installés pour la plupart dans les localités du département de la Mémé, ils séjournent pour le moment dans leur coupé Manengouba natal sans le moindre abri. Et voici tout ce qui reste de leurs habitations, réduites en colonnes de cendres. Après l'incendie de nos maisons, je me suis installé avec ma famille et nous survivons grâce au soutien de nos chefs et aux aides. Réfugié lui aussi à Kumba, le chef du village Eboko Badjo dresse le bilan de la catastrophe criminelle du 17 décembre dernier. 150 maisons ont été détruites, laissant 836 personnes sans abri. 102 familles vivent à Kumba. D'autres sont dispersés à Imombo, Ekona et tous les villages environnants du Western Bakosi. Mostly places like Tape, where they're near Eboko Badjo. But bulk of my people they did it. À la suite du passage de Yam Léonard, sous-préfet de Tombel, les habitants d'Eboko Badjo n'ont toujours pas reçu l'assistance de Paul Biya, dans l'espoir de se refaire une vie sur leur terre natale. Selon des témoignages, certains villageois attribuent cet incendie criminel aux séparatistes armés très actifs ici, et d'autres indexent les forces de défense et de sécurité en mission dans la zone.
Et dans le chef-lieu de la région du sud-ouest, les jeunes à Boya appellent à la fin des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ils ont initié une marche en direction des services du gouverneur de la région du sud-ouest, Benao Kalabilai, pour demander au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour un retour à la paix dans leur localité. Et le SDF dénonce de graves entraves à la liberté de presse au Cameroun entre insuffisance de subventions, non-accès aux sources d'information et la pénalisation des délits de presse, les mots qui minent la profession de journalisme au Cameroun portent un frein ici à la construction de la démocratie. C'est le constat fait par le chairman du SDF, Ninjon Fundi, face à la presse à Yaoundé. Le point dans ce reportage de Aïe Cyril. Intéressé par le travail des journalistes, le SDF dénonce les entraves à la liberté de la presse au Cameroun, notamment les nombreux procès intentés contre les journalistes du fait de la pénalisation des délits de presse. Je suis conscient et préoccupé par les problèmes qui minent votre profession. Je peux en citer quelques-uns, en commençant par la persécution des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, la pénalisation des délits de presse qui ne donnent pas aux médias la liberté dont ils ont besoin pour être un quatrième pouvoir. Des cas de journalistes morts, incarcérés ou interpellés en plein exercice de leurs fonctions sont légion. En s'insurgeant contre ces abus, le SDF dénonce également la précarité dans laquelle la presse camerounaise est plongée. Pour le Social Democratic Front, n'ayant pas accès aux sources officielles d'information, les journalistes camerounais ont du mal à exercer leur profession. La précarité de la presse, qui résulte de deux facteurs, l'environnement économique difficile, notamment pour le secteur privé, et l'insuffisance, sinon l'absence de subventions de l'État. Il y a aussi le non-accès aux sources d'information et l'organisation anarchique du milieu de la presse au Cameroun. Le SDF, qui rejette les entraves à la liberté de la presse sur le pouvoir de Yaoundé, offre sa collaboration dans l'optique de redorer le blason de la presse au Cameroun. Je souhaite que nous ayons une collaboration étroite afin de travailler à l'amélioration de la situation de la presse au Cameroun. Je suggère également d'explorer des voies de sortie de crise. Face aux hommes et femmes de médias à Yaoundé, Ninjon Fundi rappelle que comme il le fait depuis 30 ans, le SDF continuera de se battre pour une presse véritablement libre au Cameroun. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal. Quelques jours seulement après la clôture du CHAN 2021, le ministère de la Défense fait le bilan sécuritaire de ce grand rendez-vous sportif. Malgré la crise sécuritaire dans les régions anglophones, le ministère de la Défense se dit donc satisfait et s'inscrit déjà dans la préparation de la CAN 2022. Le compte rendu de Gizogo. L'accélération côté droit de Kendre Beogo. Le championnat d'Afrique des Nations de football CHAN achevé, les services sécuritaires dont le ministère de la Défense, la délégation générale à la Sûreté nationale et le secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie font le bilan sécuritaire de cet événement. Sans détour, le ministre de la Défense indique qu'au regard de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, les enjeux sécuritaires étaient très élevé. Le défi sécuritaire à relever était donc grand, compte tenu de la détermination affichée des forces du mal à faire entendre leur voix et à ternir l'image de marque du Cameroun et de démontrer ainsi son incapacité à organiser un événement d'envergure en toute sécurité. Il n'empêche qu'il conclut au succès de la 6e édition du CHAN au plan sécuritaire. Le succès de la couverture sécuritaire du CHAN Total 2020 est le résultat d'un travail méthodique, coordonné et harmonieux entre les forces de défense et de sécurité, ainsi que les services spécialisés en charge du renseignement. Chaque acteur a apporté le meilleur de lui-même avant, pendant et après la compétition, avec un esprit chevaleresque pour le rayonnement, non pas de sa structure ou de sa personne,
mais celui de notre pays. Quant au délégué général à la Sûreté nationale et au secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, il parle d'un défi qui aura été relevé. La preuve est là, que le Cameroun peut abriter toutes les compétitions sportives dignes d'intérêt. Et s'il s'agit d'un défi, ce défi a été relevé. Tout l'événement s'est passé dans un calme total. Ça veut dire que les services de défense et de sécurité ont accompli leur mission et bien accompli leur mission. Le défi était énorme. La compétition s'est déroulée dans un contexte sécuritaire particulier. Beaucoup ont noté dans notre capacité à l'organiser. Sur le plan déjà de l'organisation générale, tout a été bien fait. Nous avions pris toutes les dispositions. Toutes les équipes sont rentrées. Il n'y a eu aucun coup de feu tiré, il n'y a eu aucun blessé. Tout s'est passé dans les règles, dans les normes, parce que les dispositions ont été prises en liaison police-gendarmerie. Cela, ajoute-t-il, grâce à une collaboration étroite entre la gendarmerie et la police sur le terrain. Le dispositif sécuritaire de première ligne était justement assuré par la gendarmerie nationale et par la sûreté nationale, conformément aux directives de la CAF. Et nous avons tout mis en œuvre pour que nos invités puissent jouir d'une fête parfaite et puissent également rentrer en toute sécurité. Nous avons également bénéficié de l'appui des populations camerounaises qui ont largement pris part à cette fête. Néanmoins, le ministre de la Défense rappelle qu'il n'est pas question de pavoiser, mais plutôt de rester concentré pour mieux préparer la Coupe d'Afrique des Nations de football 2022 que le Cameroun abrite. Nous ne serions et ne devons en aucun cas verser dans une autosatisfaction de mauvaise aloi, ni dormir sur nos lauriers. La défense et la sécurité étant des missions permanentes qui nécessitent éveil, vigilance et proactivité pour être efficaces. Désormais, les regards sont donc tournés vers la Coupe d'Afrique des Nations 2022, où les services sécuritaires espèrent arriver à des résultats semblables à ceux autour du CHAN 2021. Et ouvrons à présent la page santé de ce journal. Dans la région de l'Ouest Cameroun, la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus est inquiétante. Les chiffres sont alarmants. En l'espace de 2 semaines, près de 200 nouvelles infections ont été enregistrés. Les milieux universitaires et carcérales constituent les principaux foyers de l'épidémie. Les médecins déplorent un relâchement de la population dans l'application des mesures barrières. Le reportage de Leclerc Sakem. La région de l'Ouest, à nouveau sous les feux des projecteurs, du fait de la résurgence des cas de Covid-19. Les statistiques en ce début du mois de février sont assez préoccupantes. La situation vraiment, elle est, comme je l'ai déjà signalé, on note une remontée significative de cas. Laissez-moi vous dire qu'en 8 semaines, lors de la semaine 4, la semaine dernière, on a déjà enregistré autour de 200 nouveaux cas dans la région. Les nouveaux épicentres, outre le département de la MIFI, sont le milieu universitaire, notamment l'université des montagnes à Banganté, des établissements scolaires à l'instar du lycée de Banganté et le milieu carcéral à Fumban dans le département du Noun. L'épicentre, c'est toujours la MIFI, mais on a noté une remontée de cas au niveau de Banganté, avec le testing massif dans l'université de Montagne. Tout à l'heure, là, je viens de recevoir un résultat en provenant de Fumban qui a testé le prisonnier, dont le testing dans le milieu carcéral, le milieu pénitentiaire de Fumban. Ils ont enregistré déjà 40 cas sur les 250 personnes. Une recrudescence de nouveaux cas qui a été portée au niveau du ministre de la Santé au cours de son récent séjour dans la région du Soleil couchant. Le délégué régional de la santé publique de l'Ouest dresse alors le tableau noir de la situation pandémique depuis la détection des premiers cas dans cette partie du pays jusqu'à présent. On parle alors de 1711 cas positifs sur les 89 428 tests réalisés, 1463 cas guéris pour 400 décès. Parlant des personnels de santé, ils sont 190 ayant été contaminés, parmi lesquels 3 sont passés de vie à trépas. Le site de santé de Tchon se démarque avec 21 personnels infectés, suivi du site de santé de Banganté avec 13 et de Fumban, 13 personnels de santé infectés.
Maintenant, le pic, le vrai pic, c'est le district de santé de la MIFI. Parce que nous avons enregistré beaucoup de personnels infectés dans l'hôpital régional où nous nous trouvons. C'est pour ça que beaucoup de mesures ont été prises avec la direction pour que toutes les mesures édictées par la hiérarchie soient appliquées ici. C'est au vu de tout ceci que le ministre de la Santé publique vient de faire acheminer dans la région de l'Ouest une importante quantité de matériel, question de limiter la propension du virus et améliorer les soins offerts dans le cadre de cette lutte anti-Covid. Tirant la sonnette d'alarme, le délégué de la santé pour l'Ouest rappelle aux populations de ce que le respect des mesures barrières reste d'actualité plus que jamais. Toute autre chose à présent, le tribalisme et le discours de haine au centre d'un forum jeune à Douala. Des jeunes issus des plus de 10 régions du Cameroun ont échangé avec d'éminents universitaires en vue de renforcer le vivre ensemble au Cameroun. Steve Eboulé et Kedira. Suivant dans ce reportage de Steve Eboulé et de Kate Diarra, je vous le disais à l'occasion de cette semaine de la jeunesse, le tribalisme et l'utilisation des discours de haine sur les réseaux sociaux étaient au cœur d'un forum jeune. Des jeunes, précisément des 10 régions du pays, se sont retrouvés pour échanger donc sur ces problématiques qui minent la jeunesse au Cameroun. Reportage. De jeunes Camerounais membres d'associations à l'école, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Ils se sont retrouvés dans la ville de Douala au cours de la 3e édition du forum Jeunes et Citoyens, organisé par l'ONG Un Monde à Venir. C'est une activité qui concerne davantage une jeunesse qui s'inscrit dans une dimension autre que celle d'un spectateur d'un forum Jeunes et Citoyens, parce qu'il s'agit pour nous de créer des couloirs qui sortent des jeunes d'une posture d'absentéistes pour les installer au centre des milieux où on prend les décisions. Ce forum, dont le but est d'échanger sur l'impact des discours haineux et tribaux diffusés sur la toile, au sein des établissements et dans des familles, par des personnes animées par l'esprit de discorde, s'est tenu sur plusieurs heures. On a fait d'ethnies, des tribus, des cultures différentes et on a le besoin d'unir ces cultures-là afin d'avoir une identité nationale. Alors ce forum, c'est l'occasion pour nous d'essayer de recenser certains problèmes d'ordre culturel ou d'ordre tribaliste ou tribal afin de penser, de réfléchir comment faire pour unir les jeunes, ou du moins les Cameroun en général. Pour les édifier, le temps de cette journée, d'éminents enseignants d'université, à l'instar du docteur Yebga Njana, qui est revenu sur le parcours migratoire des peuples du Cameroun et du lien qui existe entre eux. Le professeur Claude Abbé les a également entretenus sur la cohésion sociale et l'unité nationale à l'épreuve des replis identitaires. Nous faisons face à ce problème de culture au sein de l'association et au sein même de la communauté estudiantine, où des étudiants se regroupent toujours en entité ethnique ou tribale pour penser le développement dans le cadre de leur localité, oubliant que le Cameroun appartient à tout le monde. Au terme de la journée, les jeunes, plus outillés, ont fait la promesse de transmettre le savoir nouvellement acquis à leurs semblables, rester au quartier, mais surtout de changer de façon de faire. L'actualité hors de nos frontières, à présent en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu critique l'union sacrée prônée par le président Félix Tshisekedi. Dénonçant une farce, l'ex-candidat à l'élection présidentielle estime qu'il existe toujours un accord secret entre le chef de l'État et son prédécesseur Joseph Kabila afin de lui permettre de conserver une influence sur le pays. Et en Côte d'Ivoire, le PDCI d'Henri Konan Bédié et le FPI de Probarbo vient de faire alliance en vue des législatives de mars 2021. Éric Ouattara, Julien Berthe-Bissaï. En République démocratique du Congo,
Martin Fayulu critique le discours de l'union sacrée que prône l'actuel président Félix Tshisekedi. Ils ont créé un vaste rassemblement. Ce vaste rassemblement, union sacrée pour la nation, c'est-à-dire coalition gouvernementale élargie, mais à deux têtes. Une tête coalition gouvernementale, une tête opposition que M. Kabila va diriger aujourd'hui avec ses acolytes. Mais tout ça, il faut aller dire ça à d'autres personnes, mais moi je ne suis pas né de la dernière pluie. Pour le candidat classé deuxième à la présidentielle de décembre 2018, Félix Tshisekedi n'a pas dit toute la vérité aux Congolais sur l'alliance de son parti, l'UDPS, et le parti de l'ancien président Joseph Kabila. M. Félix Tshisekedi est dans les dénis. Il est dans le mensonge, il veut y demeurer. Il faut qu'il sorte de là. M. Félix Tshisekedi est bien nacoquiné avec M. Kabila, ils sont ensemble, mais ils veulent mentir au peuple congolais qui se sont séparés. Et nous nous disons, j'ai dit très simplement, que pour qu'ils se séparent, il faut qu'ils nous montrent les deals privés, le pacte qu'il a signé avec M. Kabila début 2019, janvier 2019, et c'est pacte qui a confisqué la souveraineté du peuple congolais. Martin Fayulu affirme que le système Tshisekedi s'inscrit dans la continuité de Joseph Kabila. L'appel à l'union sacrée de l'homme fort de la RDC fait suite à sa recherche d'une majorité au Parlement en vue de gouverner le pays. Et en Côte d'Ivoire, le pays des plus gros éléphants, deux mastodontes de la scène politique ont décidé de cheminer ensemble. Le PDCI de Henri Konan Bédié et la faction FPI de Laurent Gbagbo viennent de tisser une alliance pour la conquête des sièges aux élections législatives du 6 mars prochain. Cette alliance est le fruit de la rencontre Gbagbo-Bédié à Bruxelles le 29 juillet 2019. C'est la première coalition que connaît la Côte d'Ivoire depuis l'avènement du multipartisme en 1990. De la réclame avant de refermer ce journal, le supermarché Dove déroule le tapis rouge aux amoureux à l'occasion de la Saint-Valentin. Des surprises agréables sont réservées aux fidèles clients qui peuvent s'offrir des cadeaux à moindre coût. Reportage. Un décor féerique dans un environnement pittoresque à faire rêver. Pour nous aimer. Le supermarché Dove n'a pas fait dans la dentelle pour accompagner les amoureux dans la célébration de la Saint-Valentin. Ici à Dove Bastos, comme ailleurs dans les autres surfaces, l'amour a tous les droits et tous les pouvoirs. Impossible de ne pas trouver son compte. Et la particularité cette année, bien sûr, pour aider nos amoureux à passer des fêtes inoubliables, des fêtes vraiment qui vont rester dans l'histoire et gravées dans leur cœur. Dove a mis les petits plats dans les grands. Tenez par exemple, vous avez des packs cadeaux prêts à offrir, spécial Saint-Valentin, avec des petits mots d'amour qui vont accompagner simplement cette surprise pour votre dulciné ou alors l'élu de votre cœur. Nous avons au niveau de la boulangerie des gâteaux en forme de cœur et oui, à déguster en amoureux, sans oublier cette promotion au niveau de la cave des vins. Et justement à la cave, une gamme variée de vins vous y attend, avec des prix défiant toute concurrence. Vous avez par exemple le vin Véry qui passe de 5 000 francs CFA à 2 000 francs CFA seulement. Et oui, nous vous permettons de passer des instants de pur bonheur avec votre amoureuse et votre amoureux. Et que dire du rayon chocolaterie où vous avez l'embarras de choix devant la diversité de saveurs qui ne manqueront pas de séduire et de satisfaire votre palais. Qui dit amour dit douceur et on ne peut parler de douceur sans parler de chocolat. Oui, du chocolat, une grande variété de chocolat pour passer des moments de gourmandise sentimentale. Et oui, des moments de gourmandise en amoureux avec du bon chocolat en forme de cœur, du chocolat blanc, du chocolat noir pour éveiller vos sensations comme ça avec votre amour et votre amoureuse bien sûr. Des espaces coquins et photos complètent ce reluisant tableau qui donne l'impression de rêver alors qu'on est bel et bien en face d'une réalité déroulée par le supermarché Dove au profit de sa fidèle clientèle. Et pour des instants coquins en soirée avec votre amoureux, mesdames, et oui, suivez mon regard, vous avez bien évidemment le rayon coquin pour laisser du sucre, des saveurs, des douceurs pour ce moment en amoureux. La lingerie féminine, c'est au niveau du rayon Layette. Et pour immortaliser ce moment de bonheur,
Dove a mis à votre disposition cet espace photo. Et parce que Dove et son aimable clientèle sont unis par un amour fort et sincère, un jeu concours spécial Saint-Valentin est organisé et les meilleurs seront primés. À vos marques. Avec le meilleur poème de cet événement, bien sûr. Faites un poème et postez sur notre page Facebook Supermarché Dove ou encore envoyez le meilleur selfie en amoureux et bien évidemment de nombreux lots à gagner tels que des bons d'achat, des milliers de bons d'achat. Alors, un seul mot, tous à Dove pour une Saint-Valentin mémorable et inoubliable. Vous le méritez bien. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est I love you. L'amour, c'est tout ce qu'il y a au monde, comme le disait le Christ. Et c'est sur cette note positive et d'amour que nous refermons ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et retrouvez dans un instant sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal. Serge Alain. Alors Nadine Yambou, un seul titre ce soir dans le débrief du vendredi soir. Des jeunes qui marchent pour la paix. Ils se sont dirigés, comme vous l'avez dit, dans votre journal, vers les services du gouverneur de la région du Sud-Ouest parce que 4 ans de guerre, ils trouvent que enough is enough. Bonne soirée à vous Nadine Yambou. Bonne soirée à vous Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h. Vendredi 20h. Mais avant cela, excellent week-end à vous. Excellent week-end à vous également Serge Alain ainsi qu'à vos invités. Voilà, merci. Je parle en leur nom. Ils vous disent merci. Voilà, Nadine Yambou, vendredi prochain, 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Et qui n'en sort. Retour sur le plateau et qui n'en soit, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Gilbert Gimdo, il est enseignant, Omer Seda, enseignant, René Stéphane Ngoué, en politique sur ce plateau, parent, et l'inspecteur pédagogique des sciences de la vie et de la terre, Samuel Ngamo. Déjà, c'est des jeunes qui marchent pour la paix. 4 ans. C'est énorme. C'est vrai, Serge Alain, monsieur Otto, 4 ans, c'est énorme. Je voudrais seulement savoir si ces jeunes-là ont reçu une autorisation pour marcher. Et s'ils ont reçu, c'est que c'est une bonne chose. J'espère qu'à partir de là, on va commencer à donner l'autorisation à tous ceux qui veulent marcher. Parce que autant certains marchent pour la paix et ils sont autorisés à marcher, il faudrait que tous ceux qui marchent pour la paix, qui marchent pour la cessation de cette guerre-là, qu'on leur permette aussi, afin que ces voies multiples-là permettent enfin qu'on trouve une solution à ce problème de nos eaux, qui dure et qui dure et qui dure. Personne n'a intérêt au Cameroun aujourd'hui à voir cette situation s'éterniser. Parce que plus elle s'éternise, elle se gangrène. Et elle va devenir finalement un conflit transgénérationnel. Parce que lorsque les parents commencent un conflit, ils ne peuvent pas rapidement s'asseoir entre eux pour trouver une solution. Les enfants vont prendre ça comme héritage. Oui. Et je ne souhaite pas que le Cameroun, mon pays, soit encore, au lieu de mobiliser les maigres moyens que nous avons pour l'éducation, pour la scolarisation, la socialisation des jeunes, qu'on soit aujourd'hui là à mobiliser les moyens pour aller faire la guerre. Et la guerre contre qui? La guerre contre les Camerounais. On ne fait pas la guerre en famille. Je crois que si enfin tous ceux qui ont essayé de demander la cessation de cette guerre n'ont pas été écoutés, si enfin on peut écouter ces jeunes qui ont marché, ce serait une bonne chose pour le Cameroun. Ok. Voilà, au Mercedes pour vous, des jeunes qui marchent, initiative louable. Quoi le premier? Comme dit inspecteur Ngamo, il ne faudrait pas que si les parents n'arrivent pas à résoudre le problème, que les jeunes s'attaquent à, c'est-à-dire soient héritiers entre guillemets de ce problème. Ça devient dangereux. Je crois que l'initiative est louable, Serge, et je pourrais profiter de cette occasion pour saluer le travail que vous abattez dans le sens de la consolidation ou de la recherche de la paix. Nous l'avons dit. Je dis. C'est pas vu comme ça par tout le monde. Pas perçu comme ça par tout le monde. C'est pas par flagornerie. Moi, je l'ai dit et je ne Nous sommes manquerai... d'accord. J'ai dit que ça, c'est vous le dites comme ça, mais les autres, il y en a qui ne voient pas la chose comme ça. Qu'importe. Moi, je dis toujours la vérité, elle est intangible. Je crois que
4 années, ça use. Et je pense que au nom de la paix et pour la paix, qu'importe les moyens, qu'importe les voies par lesquelles la paix peut arriver, tout ce que nous pouvons trouver à dire, je vous vole vos propos, enough is enough. Il faut que la paix revienne, il faut que le Nozo retrouve la vie, la cohésion sociale tant souhaitée. Voilà, René Stéphane Goye, pour que ça s'arrête. Oui, mais moi je me méfie des effets d'annonce comme les marches, les commissions d'enquête au Cameroun. On sait que c'est le fonds de commerce pour certains. Donc moi je ne m'appuierai pas pour un phénomène, un épiphénomène comme un groupe de jeunes qui marchent pour souhaiter la paix. Nous venons de suivre le journal, nous avons vu un haut responsable de la sécurité dire le CHAN s'est joué au Cameroun sans coup de feu. Mais il ne peut même pas imaginer le niveau de traumatisme qu'il a créé avec son déploiement de l'armée en plein jeu. Le football n'est qu'un jeu. Si on doit jouer au football, moi je suis allé à Limbé pour voir des matchs. Le dernier en question, c'était le match de demi-finale de Cameroun. On se sentait dans un territoire, mais on avait peur. Donc s'il pense que c'est une réussite pour lui... Pour vous, il fallait laisser comme ça? Je ne dis pas qu'il fallait... Il n'y a pas de menace? On peut faire autrement. Il n'y avait pas de menace? Je ne sais pas. Il est mieux placé, mais il n'a pas à venir nous dire au lendemain du CHAN que le CHAN s'est joué sans coup de feu. Parce que l'objectif du CHAN n'est pas se jouer dans un territoire avec des coups de feu. Il pouvait faire autrement. On peut faire la sécurité sans avoir des armes, sans être en tenue, sans faire du matu-vu ou le désordre qu'on observait à l'entrée des stades. La sécurité peut se faire autrement. Mais il y a aussi un effet dissuasif, René Stéphane. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais je dis, je me suis senti heurté en tant que spectateur qui va à une compétition pour jouer. C'est vrai, les Camerounais que nous sommes aimons tellement le football que, après avoir franchi toutes ces barrières de Bekoko jusqu'au stade, une fois arrivé au stade, on oubliait tout, on se mettait dans le jeu du champ, le Cameroun est un pays de football, mais je ne peux pas vous dire que nous étions réconfortés par la présence de ces déploiements qui n'est pas habituel dans le monde du foot. Donc c'était par rapport à la circonstance, René Stéphane. Mais qu'est-ce que vous appelez circonstance? Nous, on n'a pas... Comment ça? Non, le football, c'est un jeu. Non, est-ce que, au-delà du football, Limbé quand même le sud-ouest... Sur ce plateau, Serge Alain, oui? En face de vous, en tant qu'intervieweur, il y a quelqu'un qui nous affirmait haut et fort ici que le Cameroun n'est pas en guerre. Voilà. Et qui est un membre du régime. Oui, mais ce n'est pas un militaire. Ce n'est pas un militaire. Si on n'est pas en guerre, oui. Pourquoi c'est des Est-ce que sa voix, c'est celle de... Non. Est-ce qu'on doit jouer au football dans une situation de guerre? En faisant de cette manière, nous légitimons ceux qui disent que le CHAN ne devait pas se jouer parce qu'il y a la guerre. Vous comprenez? Le football, c'est le jeu. Et même si on est obligé de faire comme ça, on n'a pas à venir jubiler devant les caméras pour dire que nous avons joué le CHAN sans un coup de feu. Parce que, vraiment, il faut qu'on se mette dans un système où on se dit on peut faire autrement. Les marches, pour revenir à la question d'entame, les marches sont devenues le fonds de commerce de certains aujourd'hui. On sait comment s'organisent les marches au Cameroun. L'actuel ministre de l'administration territoriale était le spécialiste des marches à Bamenda. Ça lui a valu un poste ministériel, ça lui a valu un poste à la présidence. Donc, tout le monde peut organiser les marches, comme disait mon aîné, en disant bon, mais s'il faut laisser les marches, moi j'ai besoin de faire une marche, je ne peux pas faire une marche. Mais certains peuvent en faire en pleine situation. Pourquoi pour aller voir le match dans le sud-ouest, on déploie l'armée? Pour faire une marche, pourquoi on ne déploie pas l'armée? Si la sécurité est tellement dans l'insécurité, même la marche doit être encadrée. Donc, vraiment, on ne veut pas se donner l'étiquette d'arriver toujours sur le plateau de télévision, mais on peut faire autrement. La situation dans le nous interpelle à plus d'un titre. Je vous ai dit ici, vous avez rigolé, que nous, les nationalistes camerounais, nous savons ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Et qu'en 3 mois, on nous laisse à l'attitude de résoudre le problème de réseau, pas plus que 3 mois. Et les hauts dirigeants de ce pays nous ont reçus. On les a dit quel est notre plan stratégique, que parfois ils essaient de tricher en faisant du saupoudrage. Mais comme ils ne sont ni concepteurs, et non même pas la volonté que ça finisse parce que c'est devenu un fonds de commerce pour certains, ils ne peuvent pas l'appliquer. Ils ne peuvent pas l'appliquer. Donc, moi je dis haut et fort
un haut responsable de la sécurité ne doit pas venir dans les chaînes de télévision au lendemain du chant, jubiler en disant aux Camerounais ça s'est joué sans un coup de feu. Il nous gâche la fête. L'objectif n'était pas qu'il y ait des coups de feu. C'est pas un objectif. Et ce n'était pas un risque. Et personne n'a dit que le chant va se jouer dans le coup de feu. Sinon, la CAF ne serait pas venue ici. Il faut que les gens améliorent leur communication. Sinon, pas des spécialistes de communication qui se taisent. Mais il ne peut pas venir dire aux Camerounais au lendemain d'une fête, comme celle que nous avons vécue, une fête de football, et avec que oui, on peut se réjouir parce que le chant s'est joué sans coup de feu. Il s'attendait à un coup de feu. Et pourquoi il organise sa fête du football africain alors qu'il a peur d'un coup de feu? Il faut quand même... Les jeunes qui sont allés rencontrer le gouverneur Bernard Okali-Abilai pour dire que, bon, voilà, ça dure déjà quand même. Hein? Yeah, Mr. Sage, you know, this trauma that the Northwest and the Southwest, I want to say the whole Cameroon has gone through, because we cannot pretend to say that only the Northwest and the Southwest has gone through. If the government has to go to the extent of declaring the Northwest and the Southwest as a sinister zone, it means that it has touched the heart of the country. And we must know that efforts have been done at all levels. But what Cameroon needs to know is that government decisions have lacked what is called priority. There is need for priority. When you place your desires, your needs on a table, you need to start from one before you get somewhere. And once you do not know where you start your needs from, you risk not solving your problems in a proper way. And that is exactly what the government of this country has done when that problem came out. Anglophones cried out. You cannot pretend. When you smash somebody's leg, you don't need some other person to come and tell him that his leg is paining. He cries out himself. And when you continue to stand on top, don't be surprised he gives you a slap. It is just normal. And when he gives you a slap and you turn and blame a different person, that is where the problem is from. I don't know why those youths are going to meet the governor. The governor of the Southwest himself has not been a good solution to the problems of the Anglophones. Sometimes he called them Lisheng. Sometimes he called them Gadevo Sheng. He is not the right person. I think I want to feel very clearly that... C'est le représentant du chef de l'État dans la région. That doesn't matter, but he has not been the best. He has not been the best because he is one of those who are in the bad books of those crying in this country. Let me not call them Anglophones, but those crying in this country, because he has not been able to represent the region he was assigned there by the head of state to govern well. You can look at the situation. I will tell you without mincing words and tell the public, Cameroonians, without mincing words, that those youths who cried and when I met the governor of the Southwest are manipulated from somewhere, because meeting him they know that demander la paix, c'est qu'on est manipulé. No, yes. Demander la fin, c'est qu'on est manipulé. Yes. Permit me say yes without even mixing any word, because the person through which the peace is demanded has a question mark from within. Because the governor of the Southwest that is noted for his behavior, for his approach towards that cry from Anglophones, is somebody who is not supposed to come out now and cry that peace needs to return to Cameroon. He has been noted. Those youths who are crying and meeting the governor now are manipulated from somewhere, which I wouldn't weigh my words. I will not weigh my lips to tell the public anytime I'm given the opportunity to say that time those youths met Governor Okali-Abilai, they were manipulated by this or this person, because we are all Cameroonians and we need to call a spade a spade. Voilà, merci. On va donc terminer avec ce qui nous a rassemblés ici aujourd'hui. Inspecteur Ngamo, je commence par vous. Comment faire donc pour que notre école soit plus en danger? Voilà la question fondamentale à laquelle il faudrait absolument qu'on trouve une réponse. Oui. Comment faire pour que l'école ne soit plus en danger?
La première personne à qui cette question est destinée, c'est l'homme politique. Parce que c'est l'homme politique qui définit les finalités de l'éducation dans un pays. Au Cameroun, c'est l'homme politique qui doit définir les missions de l'école, qui doit définir le véritable système éducatif pour l'école et enfin donner les moyens. Je veux commencer par vous dire que l'école a deux missions principales. La première, c'est la transmission de l'héritage du passé. Et la deuxième, préparer les jeunes générations pour les transformations du futur. Lorsque vous regardez ces deux missions, dans quelle mesure l'école camerounaise travaille-t-elle pour accomplir ces deux missions? L'héritage du passé, tout à l'heure on parlait des repères. Mon voisin, l'homme politique de l'UPC, a dit qu'on ne forme pas les Camerounais pour qu'ils deviennent des Américains. On les forme pour qu'ils soient des citoyens camerounais. L'héritage du passé est-il véritablement enseigné dans notre école pour créer ces repères? Donc, la première chose, il faudrait que l'homme politique, à qui il revient de définir les curricula, parce que c'est lui qui donne l'orientation avant de faire appel aux techniciens comme nous, pour mettre en forme la finalité que lui a définie. Je ne parle pas des politiciens. Je parle de l'homme politique. Je parle du politique. C'est le politique qui doit définir. Je ne parle pas des individus aujourd'hui qui sont autoproclamés politiciens et pour la plupart ne comprennent même pas le sens de la politique. Je parle de le politique. C'est le politique qui doit définir les finalités. Parce que la structuration des charges est bien précise. Définir les finalités, construire un véritable système éducatif. Et je dois vous surprendre peut-être en vous disant que malheureusement au Cameroun, nous n'avons pas de système éducatif. Exact. Il ne suffit pas d'avoir une juxtaposition de cycle maternel, primaire, secondaire, universitaire pour dire que ça forme un système. Non! Nous avons là un ensemble d'éléments. Mais le système, lui, n'existe pas encore. Le système est à bâtir. On ne peut pas avoir un Cameroun qui a aujourd'hui une centaine d'années d'indépendance et avoir encore ce qu'on appelle entre parenthèses système anglophone, système francophone. Pour les mêmes citoyens. Et même encore, quand je prends le système qu'on appelle francophone, c'est à tort même qu'on n'a pas encore pas de système. Où est le système d'intégration? On ne voit pas d'intégration verticale entre les sous-cycles que j'ai cités. Où est l'organe de régulation qui existe? Avez-vous déjà entendu qu'un conseil, un organe de régulation, qui doit revoir ce qui se fait à maternelle jusqu'à l'université se réunit dans les textes? Il y a un organe de régulation qui réunit les structures de l'enseignement supérieur et ceux des cycles de l'enseignement secondaire. Il ne se réunit jamais. Or, comment peut-on parler d'un système lorsque l'éducation de base a son couloir, l'enseignement secondaire a le sien, l'enseignement universitaire a le sien? Je vous prends un exemple simple. Dans le domaine de SVT, j'ai passé toute ma vie à faire SVT, nous introduisons un nouveau programme en 2001 dans les classes terminales. Or, c'est les classes terminales qui préparent l'accès dans les universités et spécialistes des terminales D qui préparent l'accès dans les séries scientifiques des facultés de médecine et autres. 10 ans plus tard, on n'a pas changé le programme de concours d'entrée dans ces écoles. On n'a pas changé le programme dans les instituts universitaires. Ça veut dire qu'il n'y a aucune corrélation fonctionnelle entre ce que l'enseignement secondaire fait et ce que l'enseignement supérieur fait. L'enfant qui sort, l'élève de la terminale, doit encore suivre des cours particuliers pour se préparer à un concours d'entrée dans une grande école, alors que le cycle secondaire n'a pas pour mission de former seulement des bacheliers. Il a pour mission d'être constitué une rampe de lancement pour permettre à ceux qui sortent de s'intégrer très bien
dans le système universitaire. Voilà un exemple, un petit détail. Et on peut en citer comme ça une kyrielle qui montre en réalité que le politique doit se mettre au travail. Et par rapport au fait que vous avez soulevé aujourd'hui, c'est fait de drogue, c'est fait de ici, de suite, c'est encore le politique, les armes à feu dans les salles de classe. C'est devenu aujourd'hui un mobile de formation, c'est devenu un module. L'élève vient faire quoi en classe avec l'arme à feu? Où trouve-t-il cette arme à feu? Moi qui suis adulte, il n'est pas facile d'avoir une autorisation pour acheter une arme à feu. D'où vient-il? Comment un élève peut-il se procurer? C'est encore, tout à l'heure j'ai parlé au niveau communautaire. Il faut que les gens soient suffisamment responsables. Que celui qui détient une arme, qu'il soit véritablement responsable de l'arme qu'il détient. Ce n'est pas un jouet qu'on peut laisser sur sa table à la maison, apporter les enfants. On parle de drogue à l'école. Ces élèves, où est-ce qu'ils trouvent la drogue? Qui sont livrés sur place. Lorsque nous, on était à l'école, à peine on connaissait le mot drogue. À mon âge, je n'ai jamais vu ce qu'on appelle le marijuana. Même à la télé? À la télé, j'en ai vu. Dans mes recherches scientifiques, j'en ai vu. Oui. Mais pas dans la rue. Oui. Mais aujourd'hui, à chaque bout de route, on vous dit que tel là, il vend, tel là, il fait ceci, tel là, il fait ceci. C'est devenu les petits beignets qui se partagent à l'école. Non, il faudrait vraiment, il faudrait une conscience collective pour adresser un problème autant sérieux que celui-là. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Voilà, Omer Seda, rapidement, si vous avez aussi des reproches à l'endroit du politique, avant qu'il ne vous réponde, René Stéphane Goué. Je pense fondamentalement que vous l'avez si bien dit, Serge Aloutou, l'école est en danger. L'école tue, la preuve, Biro Tchana, il a laissé sa vie, Jomo Tchakonté, il y a encore, ça aurait pu être la collègue d'anglais du lycée bilingue d'Ikounou. Bref, il est question, comme M. l'inspecteur l'a dit, que tous les maillons de la chaîne, du système éducatif, si tant soit peu on peut dire qu'il en existe un, comprennent la nécessité de se mettre au travail, que les parents comprennent le rôle qui est le leur d'encadrement, d'accompagnement de leurs enfants, le rôle de veille. Et je ne voudrais pas cracher ici sur l'effort de certains enseignants, des administratifs, qui au quotidien fournissent l'effort de fouiller les sacs des enfants d'entrée, qui posent déjà un réel problème, qui interpelle la responsabilité des pouvoirs publics, celle de sécuriser le milieu scolaire. Et je voudrais sortir en disant, parce qu'il a dit qu'il y a la responsabilité du politique, et non des politiciens. Et si tel est le cas, je crois que le politique le mieux indiqué, c'est le président de la République. L'occasion nous donne de dire ici que le président de la République, au regard de toutes ces situations, doit frapper la main sur la table et se débarrasser d'une kyrielle d'hommes politiciens qui lui tiennent des discours de flagornerie et ne lui permet pas de mettre en pratique ce dont il a toujours rêvé, l'école de l'avenir, parce qu'on ne peut pas construire le Cameroun de 2035, le Cameroun émergent, avec des enseignants qui travaillent 3 années sans salaire. On ne peut pas construire un Cameroun émergent avec des enseignants qui corrigent des examens 6 mois après, ne reçoivent pas les frais de correction des examens. Mais que font les ministres autour de M. Biya? Il faudrait que, dès ce soir, qu'ils disent enough is enough. Voilà. Gilbert Gimdo, rapidement, on arrive au terme de l'émission. L'école en danger, comment faire pour éviter cette dérive-là? Thank you very much, Mr. Sage. You know, there is this inspiration I always get from, I'm a history teacher. Yes. I always get from a French historian, Monsieur Henri Steele, who said this, I am always close to it. Heureux, celui qui connaît les causes des choses. When you know what has caused something, you can be able to diagnose, and when you diagnose well, you can provide suitable solutions to it. I'll tell you 3 things. First thing is to buy what my RP, I heard my inspector here said. The first thing is that to lay blames on the political cycle. The political cycle should learn to respect the text, that they are the ones who inspire them to put in place. I'll quote you just one. The text of the Ministry of Secondary Education in Cameroon now, not even put in place by the present minister, states that 1, telephones should not enter campuses. 2, teachers shouldn't beat students. These are just 2, I'll end there. Yeah. But these are not things that are not respected. They are rampant on campuses. And when students bring phones, it becomes a conflict between them. Number 2, when
teachers, when they perpetuate some acts that will rise the angers of teachers, it will create a problem. There is need to see how it can be handled. When you seize a telephone from a child, you don't have any defense. The teacher or the discipline master is exposed to any danger from students. There is nothing that covers him. There should be something that covers school authorities to implement the text put in place by the ministry. That's my first problem, because they are not protected. Those school authorities are not protected in one way. The second thing is let the parents know the boundary to responsibility. Mm-hmm. The boundary to responsibility means that the parents should know that they have to do this. They have to train their children up to this level, and the teacher who they send the children to go and be trained academically has a certain level of responsibility with that limit at this level. The teacher to your son or to your daughter cannot teach your own son how to greet people in the morning. That is home training. Is that it? It's no longer the teacher's training. There should be that boundary. And the third one, the last one, which you permit me to say, is simply that let the parents allow their children. This is very important. This is a plea. I'm taking permission from you to tell the parents that leave your children to explore what they are best at. We are in the fear, and we have noticed that children who, because of pressure from their parents, take the series or take sections that they are not good at, and when they get stopped, when they get frustrated, they become nuisance, they become a weapon of mass orientation. Yes, voilà. Merci. That is what I can humbly prepare. Ok, merci. On va dans le politique. Vous avez été interpellé. Oui, non, je ne pense pas que j'ai été interpellé. C'est un plaisir de partager un plateau avec l'inspecteur Ngamo, et tout ce qu'il a dit, je le prends à mon compte. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut qu'on change de paradigme. Absolument. On ne peut pas, pendant 60 ans, être en train de dénoncer et être en train de se lamenter. Il faut aujourd'hui qu'on se dise, on n'a rien à espérer de ce gouvernement, on n'a rien à espérer des dirigeants actuels et qu'il faut adopter d'autres méthodes. C'est pour ça qu'il a pris un exemple hors micro tout à l'heure. Quand on prend l'enseignement au Cameroun, il fut quand même une époque où l'enseignement confessionnel a fait ses armes. Moi, je pense à ma tendre jeunesse, si on a eu autant de professeurs, autant de mérites, c'est à cause des collèges Sacré-Cœur de Makar, des collèges évangéliques de Dibamou, le collège Liberman, etc., etc. Et ce phénomène que certains découvrent aujourd'hui comme les armes, les porte-monnaies électroniques, ont commencé à ces endroits. Qu'est-ce qui a été fait? Oui, moi, quand j'étais au secondaire, quand on parlait de drogue, c'était quelque chose d'imaginaire, des choses des enfants de riches, et on se disait, pour ne pas les citer, qu'on peut trouver ça à Dominique Savio ou à Liberman. Vous comprenez? Et ces institutions se sont arrangées pour éradiquer ce phénomène. Parce qu'on parle de clochardisation, je vais terminer avec ce que mon voisin de droite, mon cher Sedo, il a Seda, pardon, excuse-moi. C'est-à-dire, il parle de... Et il faut qu'on sache que quand on parle de l'enseignement confessionnel au Cameroun, qui a été un exemple, il n'y a pas de salaire autant médiocre que dans ce secteur-là. Les confessionnels, les enseignants confessionnels sont les plus mal payés du Cameroun, mais ils sont les plus productifs. Voilà. Donc il faut qu'on se dise aujourd'hui qu'il est important qu'on change de paradigme. On peut organiser ce pays comme les confessionnels l'ont fait, sans attendre forcément que c'est l'État du Cameroun et ses dirigeants qui nous sauvent du naufrage où ils nous ont plongé depuis 60 ans. Merci rapidement, inspecteur Ngamo, en 30 secondes. En 30 secondes, c'est pour dire, encore j'interpelle encore une fois le politique, pour dire que nous avons un arsenal de code pénal au Cameroun. Tout à fait. Il est grand temps qu'on mobilise tous les intelligents du Cameroun pour produire cette fois-ci non plus un code pénal, mais un code moral. Ok. Merci. Un code moral qui va servir de jalon pour la structuration de l'école camerounaise. Ok. Merci, inspecteur Ngamo. On vous voit en noir. Vous êtes à Douala pour une circonstance pas très heureuse. Pas très heureuse, voilà, c'est vrai. Merci pour cela. Vous avez accepté notre invitation. Merci. Je vous dis merci. Gilbert Ngimdo, thank you for coming. Thank you very much. I would like to. Voilà. Merci à vous, Merceda.
Merci. Plaisir partagé. Voilà. Merci à vous également. Le politique de ce soir. René Stéphane Goué. Un mauvais rôle que vous m'avez donné, mais le plaisir a été le mien de partager l'expertise de tous ces enseignants. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce dernier numéro de la semaine. Et qu'il en soit, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir et bonne heure.